Et oui, chers internautateurs, chères internautatrices, vous l'aurez compris, bienvenue dans ce X-Rules très particulier à plus d'un titre. D'une part pour le thème et d'autre part pour cette présentation en musique que l'on doit à notre spécialiste qui est ici à ma gauche et sans qui rien ne serait possible, Monsieur Guillaume Bouilleux. Comment vas-tu Guillaume? Salutations à toi. Bah, très bien, on va vous proposer un petit voyage dans l'Atlantique. Oui. Ce ne sera pas un voyage d'agrément. Non, parce que effectivement, nous voici pendant la Deuxième Guerre mondiale sur un théâtre d'opération très particulier, centré sur, alors pas que, et tu vas nous l'apprendre, les sous-marins. On va parler d'un jeu qui s'appelle The Hunters. Ah bah oui, je le retourne alors qu'il était en caméra déportée. Merci Nod. C'est un jeu centré sur, je le disais, les sous-marins, mais avant ça, on va prendre le jeu allemand. Allemand, c'est vrai, voilà. D'une part. Donc The Hunters, c'est la bataille de l'Atlantique de 1939 à 1943. C'est le jeu, mais avant ça… Mais avant ça, pour ceux qui, comme moi, ignorent un petit peu autour du jeu ce qu'il peut y avoir, Guillaume nous a proposé une petite courte vidéo sur les sources, les éléments qui vont vous permettre d'en savoir davantage et de prendre encore plus de plaisir pour ceux qui aiment à pratiquer le wargame autour de ces sous-marins et de ce théâtre d'affrontement. Alors du coup, je me tourne vers toi, je te laisse la parole en me disant l'Atlantique, je vois à peu près où c'est. Pourquoi et que s'est-il passé entre 39 et 45 sur ce théâtre d'opération-là? Alors en fait, la bataille de l'Atlantique, puisque c'est le nom communément donné à cette partie du conflit durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une zone qui, justement, comme son nom ne l'indique pas forcément par rapport à notre culture, ne va pas seulement de Brest jusqu'à Terre-Neuve, mais qui s'étend également à la zone Caraïbe, et qui s'étend également, bien évidemment, beaucoup plus au sud, c'est-à-dire en passant par les Açores, jusqu'au cap de Bonne-Espérance et jusqu'au détroit de Magellan. Donc, et de l'autre côté, ça va jusqu'à la mer de Baran pour pouvoir communiquer avec le port de Mourmansk, qui est l'un des rares ports russes en eau profonde qui ne soit pas pris par les glaces durant la période hivernale. Donc en fait, cette bataille de l'Atlantique, c'est vraiment tout l'Atlantique, des deux pointes les plus extrêmes, qui vont être concernés par ces affrontements, par ce conflit qui est un conflit en fait sous-marin, sachant que pour replacer tout ceci donc dans l'histoire, vous avez une marine allemande qui existe, mais qui est beaucoup en 1939, j'entends, mais qui est beaucoup moins puissante que la marine allemande, qui était la Kaisermarine de 1914, parce que justement le programme de réarmement de l'Allemagne nazie ne lui a pas donné la possibilité d'avoir de nombreuses unités. Ils ont des très belles unités, le Bismarck, le Tirpitz, un certain nombre d'autres bateaux, mais ils ne peuvent absolument pas affronter la marine anglaise, qui bien évidemment est toujours la première marine militaire au monde. En revanche, ils ont retenu du premier conflit mondial l'efficacité de la guerre sous-marine. Guerre sous-marine qui est particulièrement cruelle, puisque c'est une guerre qui frappe un petit peu en aveugle, notamment des navires marchands. Pendant la Première Guerre mondiale, peu de gens le savent, mais il faut savoir que l'Europe, notamment donc la France et l'Angleterre, ont été à deux doigts de la rupture dans les échanges avec les États-Unis qui nous fournissaient en matériel de guerre à cause justement de cette guerre sous-marine allemande qui a été particulièrement efficace. Et les Allemands, et un personnage dont nous reparlerons bientôt qui s'appelle l'amiral Dönitz, ont retenu les leçons et se sont dit que la meilleure manière de façon de couper le trafic marchand entre l'Amérique et bien évidemment l'Europe, c'était la guerre sous-marine en coulant donc ces navires marchands. Tout le monde se souvient en 1917 de l'affaire du Lusitania qui avait précipité les États-Unis dans la guerre aux côtés de l'Europe. Il y a d'autres raisons qui étaient notamment liées à un télégramme qui s'appelle le télégramme Zimmermann avec l'ambassade d'Allemagne au Mexique. Mais dans tous les cas, cet événement a fait prendre conscience aussi aux Américains, en effet, de la dureté de ce type de combat. Là, ce qui est intéressant avec en effet cette approche, on va dire globale, de la guerre sous-marine dans l'Atlantique, c'est de se rendre compte à quel point elle consiste à lier un certain nombre d'éléments qui sont aussi des éléments économiques avec ce qui se passe autour en fait de ces navires marchands. C'est-à-dire tout à l'heure, par exemple, je te donne un exemple, les Américains ont ravitaillé via l'Angleterre les Russes, après bien évidemment 1941, et leur ont livré un nombre considérable de matériel, notamment des consommables, mais également des camions, également des avions. Et il est évident qu'à un certain moment durant la bataille de l'Atlantique, le conflit s'est déplacé au nord vers la Norvège. Et
l'objectif pour les Allemands a été d'empêcher les Russes d'être ravitaillés, notamment durant l'année 1942. Donc ça, c'est un élément. Couper la tête de pont. Empêcher, en effet, voilà, tout simplement les Russes de pouvoir être aidés. Donc ça, c'est un élément donc qu'il faut prendre en considération. Il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est que les Allemands sont intervenus assez lourdement en Méditerranée pour aider leurs alliés italiens à couper justement le ravitaillement de l'Angleterre pour les troupes qui étaient en Afrique du Nord avec Montgomery. Alors d'un côté, vous aviez Rommel. Alors les Anglais essayaient de couper le ravitaillement entre l'Italie et la péninsule et la Libye. De l'autre côté, vous aviez l'inverse, c'est-à-dire des Allemands et des Italiens qui tentent avec leurs sous-marins de couper ce ravitaillement pour les forces britanniques. Et vous avez un certain nombre de sous-marins qui passent en Méditerranée et qui passent d'ailleurs le détroit de Gibraltar. Alors c'est compliqué, mais contrairement à la légende, ils y arrivent. Et ça passe. Et disons que voilà, à 70%, les sous-marins allemands sont venus. En revanche, il y en a très peu qui sont repartis, mais pour d'autres raisons, c'est qu'en fait justement les sous-marins italiens avaient subi un certain nombre de pertes. Mais ça, c'est un élément qui fait encore partie aussi de cette bataille de l'Atlantique. Et vous avez un autre élément à nouveau, qui est de prendre conscience que lorsque la bataille de l'Atlantique va se déporter justement dans la zone Caraïbe, c'est-à-dire vers le golfe du Mexique, et vers la Floride, les Américains qui n'ont pas suivi les recommandations des Britanniques de former des convois, notamment pour faire remonter le pétrole qui vient justement de ce golfe du Mexique le long de la côte Est, vont subir en fait des pertes terribles au printemps. Parce que non protégés. Parce que non protégés, voilà, au cours du printemps 42. Donc là, à ce moment-là, bien évidemment, les Américains vont prendre conscience de leurs erreurs et de l'efficacité de ce type d'attaque. Et vous avez encore autre chose, c'est que toujours sur ce conflit atlantique, il n'y a quasiment jamais eu de coopération entre les Allemands et les Japonais. D'accord. Au niveau en fait de la guerre sous-marine. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que là encore, peu de gens se sont intéressés ou se sont documentés. Il faut savoir que c'est l'inverse qui se produit sur le théâtre Pacifique. Ce sont les sous-marins américains qui coulent les transports japonais. D'accord. Et les Japonais, en fait, n'avaient pas vraiment pris en compte cette stratégie, ils n'avaient pas pris conscience, et ils vont terminer de toute façon exsangues. Leur marine sera marchande, sera absolument détruite à 80%. Ce sera la fin d'un certain nombre de garnisons japonaises. Et il est évident que les sous-marins japonais n'ont jamais été capables de faire peser une réelle menace sur la marine américaine et sur les transports américains. Et en fait, l'une des conséquences, justement indirectes, c'est que les Américains pourront produire un très très grand nombre de bateaux, dont notamment les Liberty Ships, qui sont les plus connus, pour le front européen, et notamment pour préparer des opérations comme celle qu'un certain nombre de personnes aussi oublient à ce moment-là, qui est l'opération Torche. L'opération Torche, c'est le débarquement des Alliés, notamment américains, en Afrique du Nord. Et débarquement d'ailleurs qui va se passer dans de très bonnes conditions, mais c'est déjà le début de la reconquête. Alors ça, ce sont tous les éléments qui sont périphériques et qui sont intéressants justement à aborder, puisque il est vrai que tout le monde a en tête, lorsque l'on parle de la bataille de l'Atlantique, les combats dans l'Atlantique Nord, c'est-à-dire sur cette espèce de ligne qui part de Terre-Neuve, qui remonte au sud de Groenland, qui passe un petit peu au sud de l'Islande et qui va notamment vers Liverpool et donc vers les grands ports du nord de l'Angleterre. Alors oui, tout à fait, c'est le gros des combats, mais voilà, les combats en fait c'était sur un terrain beaucoup plus élargi et bien évidemment tout le monde a en tête les meutes de sous-marins donc c'est tout à fait vrai. Maintenant c'est voilà l'intérêt, il n'y a pas que ça parce qu'il s'est passé en fait plein d'autres choses et c'est vrai que cette bataille de l'Atlantique alors, elle a deux conséquences qui sont particulièrement importantes. La première, c'est que bien évidemment, à partir du moment où les Alliés sont capables de transporter suffisamment de matériel en Angleterre, et ça se passe, on va dire, à la fin du printemps et donc à l'été 43, la bataille de l'Atlantique s'arrête à l'été 43, c'est plié, les Allemands c'est foutu, ils s'en sortent plus, pour une raison très simple, c'est qu'ils ne sont plus capables de coubler suffisamment de tonnage fabriqué par les Alliés et pour que ça inverse. Et surtout, ils sont en fait confrontés à des moyens de détection et à une couverture aérienne quasiment totale de l'Atlantique Nord qui rend les opérations des sous-marins particulièrement dangereuses. Et là, on voit des taux de perte de sous-marins qui sont absolument effroyables. Lorsque en 42, les Allemands perdent une cinquantaine de sous-marins, en 43, ils en perdent plus de 200. Donc là, c'est une catastrophe pour la U-Boot-Waffe. Humaine, humaine, matérielle, c'est-à-dire que c'est plié. Et le point le plus important, c'est de prendre conscience que cette noria de bateaux donc qui partent évidemment chargés et qui reviennent à vide aux États-Unis vont permettre la constitution des armées qui vont débarquer en Normandie en 44. Donc les Allemands, les Allemands étaient capables de retarder ou de bloquer. Ça signifiait en fait autant de mois de retard parce qu'en fait vous devez accumuler en fait un nombre monstrueux de camions. Mais il faut imaginer les obus, alors les hommes également, mais c'est surtout en fait au niveau du matériel parce que les transports de troupes étaient eux particulièrement bien protégés et il y a eu très peu de pertes autour des transports de troupes. Ceux qui ont vraiment subi le plus grand dommage, ce sont les navires marchands qui transportaient le matériel. Et alors l'autre impact
impact qui est intéressant, c'est que lorsque l'Allemagne se concentre pour fabriquer en effet des centaines de sous-marins, eh bien, se représente des millions d'heures de travail. Oui. Et ce million d'heures de travail, en effet, qui va partir, qui va partir en tous les cas combattre dans l'Atlantique, ça ne seront pas autant de milliers ou de dizaines de milliers de chars qui iront combattre, notamment sur le front de l'Est. Et à un certain moment, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont se plaindre de ne plus avoir assez de chars pour lutter contre justement la production absolument astronomique de l'industrie soviétique. Donc ça a des impacts qui sont très lourds, réels. Et c'est voilà, alors c'est assez intéressant. Alors bien évidemment, après on expliquera que le fait que vous ayez un sous-marin qui soit présent, ça immobilise un certain nombre de bateaux. Donc ces bateaux côté allié représentent également des hommes, représentent également des heures de travail. Mais c'est tout cet enjeu. Alors maintenant qu'on a brossé le tableau en fait du contexte, voilà, du contexte, je vais vous présenter l'ouvrage qui fait référence actuellement. En France, la bataille de l'Atlantique. C'est cet ouvrage, La bataille de l'Atlantique, donc de Guy Malbosc. C'est chez Economica. C'est un pavé. Bien évidemment que je vous recommande pour les futures vacances de Noël, puisque vous aurez 15 jours pour le lire. Voilà, il y a parce qu'en 15 jours, ça se lit. D'accord. Il faut vraiment le vouloir déjà. Oui, non, mais on peut quand on veut, on peut. Et alors, cet ouvrage est particulièrement intéressant parce que il aborde vraiment le sujet non seulement par la campagne, mais également, bon là, on tombe bien évidemment, par exemple, sur des sujets comme pour le sauvetage des naufragés, comment ça se déroule. Mais vous avez des corsaires marchands. Voilà. Alors vous avez des chapitres qui concernent en effet un certain nombre de bateaux allemands qui étaient des bateaux dits corsaires, c'est-à-dire assez faiblement équipés, mais qui avaient pour but de couler des navires marchands isolés. Vous avez des détails qui sont rendus un petit peu plus loin dans l'ouvrage, concernant notamment un exemple de combat autour de ce qu'on appelait la bataille des convois, lorsque vous aviez les meutes de sous-marins donc qui pouvaient attaquer jusqu'à même 30 sous-marins pendant 5 à 6 jours, c'est-à-dire un stress incroyable de part et d'autre d'ailleurs. Et tout ceci est détaillé. Vous avez la fin du Tirpitz et la fin du Bismarck, donc ces deux grandes unités navales. Vous avez également à la fin, dans certaines annexes, l'importance de la guerre des mines, puisqu'il y a des centaines de milliers de mines qui ont été posées, notamment par les Anglais et également par les Allemands au début du conflit pour gêner justement le trafic. Et vous avez force documentation dans cet ouvrage. Donc c'est vraiment l'ouvrage de référence. Ceux qui veulent se documenter ils trouveront, je pense, ce qui se fait de mieux en ce moment dans le domaine. Et vous avez ce récit complet de cette bataille, la bataille de l'Atlantique. Alors, dans ce que tu dis, j'ai deux petites questions. On a un théâtre d'opération extrêmement vaste par rapport à des affrontements terrestres, on va dire, et qui combine maritime et aérien. Oui, tout à fait. Il y a aussi bien les avions avec un rayon d'action que les sous-marins, etc. Oui, ça combine même d'autres choses. Ça combine aussi les porte-avions, puisque dans la bataille de l'Atlantique, il y a des porte-avions, ce qu'on appelle les porte-avions d'escorte, qui sont des porte-avions légers, dont les avions sont chargés en fait de repérer le plus loin possible un éventuel sous-marin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence, bien évidemment, des sous-marins actuels, qu'on imagine tout le temps en plongée, d'ailleurs, ce qui est à peu près le cas, surtout pour les sous-marins lanceurs d'engins, c'est-à-dire la dissuasion stratégique nucléaire. Là, les sous-marins se déplacent essentiellement en surface, avec des moteurs diesel. Et lorsqu'ils plongent, ils passent en fait sur les moteurs électriques qui ne leur permettent pas de rester très longtemps en fait en plongée. Le but des avions, c'est d'obliger justement les sous-marins à plonger, voire de les détruire à la bombe, de les attaquer au canon, et donc en fait de les repousser. Donc ces porte-avions d'escorte, c'est quelque chose qui est typique à l'Atlantique et que l'on ne retrouvera pas d'ailleurs dans le Pacifique, puisque comme je l'ai dit, les Japonais ne les attaquent pas. Là, ils en ont eu besoin, et à partir du moment où ils ont réussi à avoir ces porte-avions qui ont escorté des grands convois, qui peuvent aller jusqu'à 40-50 bâtiments, c'est énorme. Voilà, là sur cette photo on le voit. C'est sûr que la tâche des sous-marins a été compliquée. Après, il y a un élément aussi qui est très bien décrit dans le livre, et dont on ne parle pas assez. Alors, ceux qui ont vu récemment le film sur Alan Turing ont déjà aperçu quelque chose, c'est cette fameuse machine Enigma. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la guerre des codes, la guerre du chiffre, c'est-à-dire comment communiquer de manière bien évidemment chiffrée avec ces unités militaires. Et du côté allemand, c'est une machine qui s'appelle Enigma. La marine en possède une également, d'ailleurs, qu'ils ont améliorée. Et les Anglais qui se livrent également à du codage et qui se font aussi casser leur code, d'ailleurs, par les Allemands, puisque les deux parties jouent un peu en aveugle.
réussissent, grâce en effet d'abord avec l'aide des Polonais, ensuite avec l'aide des Français, à récupérer les travaux initiaux qui avaient été faits, parce que cette machine existe depuis avant 1939, pour casser Enigma, et grâce à une machine qui s'appelle Ultra, et qui a permis en fait aux Anglais notamment de dérouter les convois pour éviter qu'ils aillent tomber ou directement sur une meute de sous-marins qui les attendait. Et ça, c'est un élément essentiel qui est décrit dans le livre, et c'est l'un des éléments essentiels bien évidemment de cette bataille, et donc qu'on avait retrouvé dans ce film. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Anglais n'ont révélé en fait leur disposition à casser le code des Allemands qu'au début des années 70. C'est-à-dire qu'ils avaient conservé cette information secrète le plus longtemps possible, jusqu'au moment où elle avait perdu de sa valeur. Voilà. Et tout ça est décrit dans le livre, avec des chapitres indépendants. C'est pour ça que c'est vraiment un livre qui est particulièrement complet. Mais qui peut se lire avec plaisir, même en étant un petit peu novice. Oui, tout à fait. Après, on peut choisir aussi ces chapitres, puisque c'est un livre qui est très bien chapitré. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième petite question que je voulais te poser, Guillaume. Tu parles déjà d'importance de guerre marine et sous-marine pendant le premier affrontement, pendant le premier conflit mondial. Entre ce premier conflit mondial et ce deuxième conflit mondial, est-ce que les innovations technologiques ont quand même, malgré tout, permis de prendre un dessus par rapport à ceux qui l'avaient moins ou autres? Alors en fait, la particularité, c'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la Kriegsmarine est obligée en fait de se saborder ou est saisie. Alors c'est surtout les Anglais qui vont procéder à ces destructions, et elle est réduite à la portion congrue par donc le traité de Versailles. La menace étant écartée, c'est vrai que les travaux sur l'arme sous-marine finalement ne vont pas beaucoup évoluer. Et puis c'est une petite vingtaine d'années. Les travaux, que ce soit sur les sous-marins, et d'ailleurs on le retrouve dans l'ouvrage, du côté allemand, ou que ce soit sur les moyens de détection, ne se feront que à l'occasion du conflit, puisque là, il faudra trouver une réponse à la menace. Donc, on va voir des radars embarqués, on va avoir l'évolution justement après des radars, surtout du côté britannique. Les Allemands vont tenter des contre-mesures et vont notamment réussir à fabriquer à la fin de l'année 1944 des sous-marins dits type 21, qui sont en fait les premiers sous-marins relativement discrets. Qui ne seront d'ailleurs quasiment pas détectés par les Alliés. Donc ça aura été une grande frayeur pour les Alliés, mais le conflit est déjà fini. En 1945, la zone d'entraînement de l'Allemagne, c'est la Baltique. C'est c'est surtout la Baltique, et puis la Baltique maintenant est menacée. Les Russes sont en train de refouler les Allemands en Prusse, donc c'est terminé. Mais les Allemands vont quand même réussir à produire quelques-uns de ces sous-marins. Petite merveille technologique. Et qui sera en effet après, qui va servir après, en effet, qui intéressera énormément, bien évidemment, les Alliés, pour pouvoir justement augmenter la propre discrétion de leurs sous-marins, puisque là, ils avaient vraiment une étape d'avance. En revanche, ce sont les Alliés qui, notamment avec les systèmes embarqués de détection et sur avions et sur bateaux, qui là auront pris le dessus sur notamment les Allemands, et notamment aussi avec des systèmes de grenadage de plus en plus efficaces, bien que les Allemands auront, eux, travaillé de leur côté sur de meilleures torpilles. Mais on en revient toujours au même, c'est l'épée et le bouclier qui l'emportent. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, économiquement parlant, l'Allemagne ne pouvait pas tenir à partir du moment où les États-Unis étaient rentrés en guerre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose, ça a évolué, mais il n'y a pas eu grand-chose en fait. L'image du sous-marin discret avec on n'enclenche pas le radar, le radar envoie un ping, et puis quand on a le ping, ça c'est l'ASDIC. Ça c'est l'ASDIC. L'ASDIC, c'est un moyen de détection justement qui permet de détecter justement un submersible. Donc c'est assez primitif, mais ça fonctionne. Ça fonctionne déjà. Ah bah oui, ça fonctionne déjà, puisqu'à partir du moment où vous avez un écho, vous savez qu'il y a quelqu'un. Maintenant, à quelle distance, dans quelles conditions par rapport à la météo, là on rentre dans des choses beaucoup plus techniques et puis complexes pour l'époque. Mais ça date, ça va être généralisé à ce moment-là. À ce moment-là. La bataille de l'Atlantique était ce premier ouvrage, tu en as amené. Alors, j'ai amené quelques autres choses. J'ai amené un ouvrage de Monsieur Brézet. On en parlait. Voilà, qui s'appelle Dönitz. Alors, c'est un ouvrage qui est paru chez Perrin. Alors, vous l'avez en grand format, vous l'avez aussi chez Tempus, qui est le format poche. Alors, cet ouvrage de Brézet, alors, c'est pas vraiment une biographie de Dönitz. Bon, ça se présente comme tel, mais c'est pas vraiment le cas. Non, il a pris Dönitz un petit peu comme argument pour présenter la marine allemande et surtout donc l'U-Boot-Waffe, donc c'est-à-dire la force de submersible allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, ça sera plutôt une histoire qui va être centrée autour de cette force sous-marine allemande, avec son évolution, sa mise en œuvre, ses problématiques, et il va rentrer dans un certain nombre de détails qui, là, justement, vont pouvoir intéresser ceux qui veulent un peu plus s'intéresser au fonctionnement de cette arme, sur aussi les rapports politiques
qui ont eu lieu entre les différentes armées, entre Dönitz et Hitler, pour tenter de convaincre Hitler de mettre plus de moyens dans la constitution donc de sa flotte, comme je disais tout à l'heure, plutôt que d'allouer ses moyens à la guerre à l'Est, notamment, ou sur, par exemple, d'autres grandes unités, comme à la fin de la guerre, la Flak, la DCA allemande, qui devait faire face en fait aux vagues de bombardiers américains. Et là, vous avez un détail vu plutôt côté allemand, de toutes les phases de la guerre, et qui va 8. Mais qui va, voilà, alors 8 phases, mais 8 dont, phases, wow. oui, bah, c'est comme ça qu'ils le tronçonnent. Mais de toute façon, on en revient toujours au même. À partir de 43, c'est plié. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir la dernière phase, qui va notamment concerner une phase, enfin une page très obscure de l'histoire allemande, qui est le déplacement des populations qui sont justement en Poméranie et qui sont également dans les pays baltes. Il y avait certains Allemands et pour pouvoir tenter de les rapatrier en Allemagne devant le rouleau compresseur russe, qui est l'une des choses sur lesquelles Brézé justement apporte un petit éclairage par rapport à la posture politique qu'a eu Dönitz, puisqu'il a été un petit peu, il a d'abord privilégié le conflit avant de privilégier les civils, et ensuite bien évidemment Dönitz est celui à qui Hitler avant son suicide remet les clés de la chancellerie, hein, puisqu'il devient le Reichsführer, le dernier. Avant. Avant, bien évidemment, l'effondrement politique du Troisième Reich. Et sur l'image ensuite que Dönitz s'est donnée, parce que ça c'est intéressant, on en parlait dans un alinéa autour de Rommel, sur l'image qu'un certain nombre de généraux allemands, d'officiers généraux ont voulu donner après-guerre. Et Dönitz a sa part d'ombre, et c'est ce qui est révélé ici. Donc ça, c'est la part de la biographie qui peut intéresser ceux qui veulent justement aller chercher ce genre d'informations, puisque, bien évidemment, aujourd'hui, sans parler de polémique, mais il y a un peu une remise en cause sur le fait que bien que Dönitz sache qu'à partir de mi-43, c'est fini. Il continue à envoyer des centaines de sous-marins et qu'à la fin de la guerre, c'est entre 70 et 75% des équipages de sous-marins allemands qui sont décédés et qui partent au fond, ça veut dire 30 000 hommes sur 40 000. Et surtout, l'accélération se fait de 43 jusqu'à, on va dire, fin 44. Et il y a des personnes qui disent, mais pourquoi? Alors, c'est là où on va rentrer dans des explications. Oui, mais parce que pendant que nous faisions ceci, nous immobilisions du matériel. Oui, mais en arrivé, c'est presque un suicide commandé, réel. puisque on sait très bien que la bataille ne pouvait plus être inversée. Donc, il y a un film qui en parle, me semble-t-il, non? Oui, on va en parler juste après. On va en parler. Mais donc voilà, ça c'était l'ouvrage de Dönitz. Alors après, je vous ai trouvé quelque chose de totalement incroyable. Alors ça a été publié par la Royal Navy. Alors celui-ci, je pense que c'est un introuvable. Hein. Bon, écoutez, mais je vais quand même vous le montrer. Un de ces livres extrêmement rares. Qui est devenu rare, alors peut-être sera-t-il réédité. C'est justement pour ceux qui veulent absolument rentrer dans tous les détails de cette bataille. Sans doute un des ouvrages les plus précis, mais au niveau des opérations. Alors vous avez un livre qui va vous montrer presque par le menu un certain nombre un certain nombre en fait de situations et après d'attaques de convois. Ces attaques. Il y a tout par la date. Alors voilà, donc vous avez les carnets de bord. Alors c'est écrit en anglais. Vous avez les techniques de combat, les techniques de convoi, et vous avez un petit peu plus loin dans cet ouvrage. Voilà, il y a vraiment des gens qui le lisent ensuite. Non, mais là on rentre dedans pour chercher un détail, pour chercher un point. C'est la folie. Voilà, c'est la folie. Et puis là vous avez des attaques de convoi, par exemple. Voilà, l'attaque sur le convoi HX217 et vous le 23 novembre. Le 23 novembre, vous expliquez ce qui s'est passé, les sous-marins qui sont intervenus, ceux qui ont été coulés, pourquoi. Donc pour ceux qui sont passionnés par les jeux plus complexes, dans tous les cas que les Hunters qui traitent de la situation, c'est vrai que dans cet ouvrage vous trouvez énormément de choses. Comme je le répète, hein, ça vient des archives de la Royal Navy et vous avez la liste des sous-marins. La liste des sous-marins par sous-marin, en effet, avec leur date de départ en patrouille, leur retour, à quel moment ont-ils été coulés. Donc c'est vraiment une bible. Et alors je vais vous montrer le petit. Ça te fait triper, ça. Hein. Petit addendum. Non, mais c'est surtout complètement incroyable. Alors vous avez après ceci, qui est en couleur. Voilà. Sur les diagrammes. Les diagrammes. Alors voilà, sur la période de mai à juillet 1940, les sous-marins qui étaient en fait à la mer, vous voyez, par des codes couleurs, l'endroit où ils sont allés, les jours qu'ils ont passés. Voilà. Et ce qu'ils y ont fait. Le nombre de bâtiments en mer à cette période, avec après quelques sous-marins coulés. Ici, donc voilà. Et alors ceci, en fait, ce sont des
évidemment Et on continue. Et on continue, voilà. Bon, et tu en as au moins 5 il y en a pour dans tout, oui, qui couvre tout le conflit. Tous les, les différents volumes. Donc, avec des diagrammes, avec aussi des cartes, c'est impressionnant. C'est génial. Alors en fait, pour se renseigner sur ce théâtre, ce conflit, il faut déjà apprendre à décrypter les diagrammes qui vont avec. C'est pour ceux qui veulent vraiment aller au bout du bout. Voilà, donc mais effectivement, un manuel très très rare. The U-Boat War in the Atlantic, c'est le ministère de la Défense britannique. Exact. Alors ensuite, en français cette fois-ci, mais bon, voilà, on va dire le livre de presque toute une génération. C'est le livre qui s'appelle Le Bateau, voilà, de Lothar Günther Buchheim, et comme son sous-titre l'indique, un voyage aux limites de l'enfer. Voilà, le sous-titre c'est le Styx, et voilà, et ça, ce roman. C'est marqué roman parce qu'il est romancé. Alors c'est romancé. On est quand même entre le récit et le roman. Je pense que c'est quand même c'est très proche de la réalité. D'accord. Et c'est vrai que pour ceux qui veulent, pour le coup, plonger dans cet univers assez suffocant, ce roman est incontournable. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné l'occasion de tourner ce film incroyable qui s'appelle Das Boot, donc le bateau en français. L'histoire du U-96 qui aujourd'hui est disponible dans sa version longue, 5 heures. Alors moi je vous le conseille quand même, 5 heures. 5 heures de film. 5 heures dans un sous-marin, non pas tout à fait mais presque. Et en fait le film débute à La Rochelle. D'accord. À la Palisse. Malheureusement, cette base sous-marine, aujourd'hui, on ne peut pas la visiter parce qu'elle fait partie de la propriété du domaine maritime français. Seuls les marins pêcheurs et la marine marchande peut utiliser les installations. Donc, vous ne pourrez pas, en vacances, aller vous renseigner là-bas. Mais bon, vous avez d'autres bases sous-marines, comme celle de Bordeaux d'ailleurs, qui est sur les quais qui ont été aménagés. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Sinon, à Brest, on le voit aussi assez bien. Lorient, même si ça fait partie de la marine nationale. Et Das Boot, c'est le film. Alors, c'est vrai que c'est un film dont on se souvient. Une ambiance très 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 forte. Quelle année ? Alors, Das Boot, c'est sorti. Non, je crois que c'est sorti dans les années 80. Parce que le livre a été écrit dans les années 70. Ça a été un grand coup de massue. Parce que le sous-marin en Allemagne jouissait d'une aura 85, voilà, et 2004, un peu particulière. Et là, en fait, avec ce livre et après avec ce film, les gens ont pris conscience de ce que c'était quand même que la guerre sous-marine. Alors, dans le sous-marin et également de ce qui se passait sur mer, puisque malheureusement, l'une des consignes, mais qui était dictée par la guerre du sous-marine, c'est que lorsque vous couliez un navire marchand, c'est pas qu'il n'y avait pas de prisonniers, c'est qu'on n'avait pas le droit de s'occuper des naufragés. Donc ils se débrouillaient tout seuls. Alors dans l'Atlantique Nord, au mois de novembre. D'ailleurs, c'est même pas drôle. C'est la façon de le dire. C'est pas drôle. Et là, on le découvre. Et là, on prend conscience, en effet, de cette guerre très dure. Et c'est vrai que ceux qui ont supporté le plus lourd tribut, après, bien évidemment, côté allemand, les sous-mariniers, ce sont en fait les marins de la marine marchande britannique, qui sont en fait les inconnus de cette bataille et qui sont ceux qui vraiment ont fait tourner la machine et qui ont subi des pertes très lourdes de ce fait. Donc le DVD, c'est Das Boot. Das Boot qui représente 5 heures de film finalement. Alors, il y avait la version courte. On peut regarder la version courte. Voilà de quoi normalement vous donner un aperçu beaucoup plus complet, beaucoup plus global, beaucoup plus connaisseur grâce à toi Guillaume. Merci. Je le resignale, nous avions la bataille de l'Atlantique, nous avons Dönitz, nous avons le bateau, le livre aussi bien que le DVD qui est là en dessous. On va maintenant pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet puisque notre objectif pour ces X-Rules par ta venue est de voir un petit peu comment est-ce que tout ça se traduit en jeu. Mais tout ça, ce sera dans la deuxième petite vidéo, celle qui sera consacrée à The Hunters. Merci Guillaume pour ce moment d'histoire, effectivement méconnu, en tout cas par moi. J'en sais davantage, j'espère, je vais arrêter de bafouiller, que ça vous a plu à vous également. Je ne vais pas vous dire à vous de jouer, mais plongez, en avant, go!